Bonsoir, bienvenue à Anchorage, Alaska. Mon nom est Bruno Lalonde et en fait nous ne sommes pas en Alaska, nous sommes à Montréal le 23 décembre 2022. Et je vous fais vivre cette expérience de l'hiver sibérien. Est-ce qu'on dit en Sibérie c'est un véritable hiver canadien? On peut se poser la question. Vous voyez à quoi ça ressemble? Cette neige qui tombe dru. Et les trottoirs sont glacés, il faut se méfier, on appelle ça la glace noire, vous voyez? Et on y prend garde et les chutes sont brutales. Alors, je vous fais goûter un aperçu. Alors voilà, nous sommes à Montréal, vous disais-je, le 23 décembre 2022. C'est la première tempête hivernale. On annonçait un cataclysme. Finalement, c'est une bonne vieille tempête. Et ce soir, je vais vous parler d'un livre, et de deux, et de trois, en fait. Et les trois, je vais simplement les effleurer. Je ne vais pas entrer plus en avant dans le sujet. C'est à la suite d'une remarque qu'a faite Yann Hamel sur ma page Facebook concernant M. Melville de Victor Lévy-Beaulieu. Livre paru au milieu des années 70, si ma mémoire est bonne. Et Yann Hamel affirmait de manière sûre que c'était le plus beau, peut-être que je cite de manière erronée, mais je pense que sa citation était que c'était selon lui le plus beau livre de la littérature québécoise. Assurément, c'est le plus magique de tous les livres publiés au Québec. Selon moi, en tout cas de tous ceux que j'ai lus. Le plus important, on ne saurait dire, hein, nous avons eu, pour ce qui est des contemporains immédiats, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais dans les décennies récentes, chez les devanciers les plus frais, on ne peut passer sous silence Marie-Claire Blais, Gabriel Roy, Hubert Aquin, Régent Ducharme, Claude Gauvreau, Alain Grandbois, Gaston Miron. Et dans les plus proches, le nom qui me vient à l'esprit, Nelly Arcan, et peut-être la poète également, José Yvon. Mais pour ce qui est des contemporains immédiats, on en reparlera un autre soir. Alors, mais je m'en voudrais avant d'aller plus loin, de mentionner également que Yann Hamel est un brillant essayiste. Et j'ai pris un vif plaisir à lire En randonnée avec Simone de Beauvoir, dont je vous ai entretenu lors de la parution de son livre, il y a 3 ans environ, publié chez Boréal dans cette magnifique collection Liberté Grande, animée et dirigée par Robert Lévesque. L'Amérique selon Sartre, qui m'avait également énormément plu, et le Cétacé et le Corbeau, dont je vous avais entretenu également en mettant ça en parallèle avec Voir le monde avec un chapeau
de Carl Bergeron, si ma mémoire est bonne. Mais tenez, je vais les repartager en note de bas d'écran. Et le cétacé et le corbeau, c'est assez extraordinaire parce qu'il se pose une question, Yann Hamel. Pourquoi Victor Lévy-Beaulieu, qui a écrit, bon, je ne sais plus, 90 livres, qui a consacré au moins une bonne quinzaine de biographies sur des auteurs, des écrivains, n'a-t-il pas écrit sur Jean-Paul Sartre, un personnage aussi énorme et aussi dévoré par la passion de l'écriture? Et ce sont deux monstres, en fait, Beaulieu et Sartre. Et il tourne autour de la question, Yann Hamel, sans jamais offrir de réponse, mais il renvoie il renvoie les deux auteurs avec un engrenage de citations, à la fois érudite, mais non universitaire. Alors, on ne se sent pas écrasé par l'appareil critique, mais on se sent emporté par l'intelligence tourbillonnante de Yann Hamel et qui va faire paraître aussi dans les prochains jours un autre livre, toujours dans la même collection, Liberté Grande, et selon les propos qu'il m'a tenus, c'est sur le rapport des... Mais là, peut-être que j'ai mal compris, et puis en plus, ma mémoire me joue des tours parfois. Est-ce la vision de Paris vue par les auteurs québécois? Mais je crains ici de dire n'importe quoi. Mais assurément, je vais vous en rendre compte lorsque j'aurai lu l'ouvrage en question. Je vais vous lire une petite citation avant... En fait, je vais vous lire la première page de L'énigme du retour de Dany Laferrière. Vous allez comprendre pourquoi. Dany Laferrière, pour lequel j'ai la plus vive estime. Un auteur très important, Dany Laferrière. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un de ses livres. C'est la même chose pour Beaulieu. Le coup de fil. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. J'ai pris la route tôt ce matin, sans destination, comme ma vie à partir de maintenant. Je m'arrête en chemin pour déjeuner, des œufs au bacon, du pain grillé et un café brûlant. M'assois près de la fenêtre. Piquant soleil qui me réchauffe la joue droite. Coup d'œil distrait sur le journal. Image sanglante d'un accident de la route. On vend la mort anonyme en Amérique. Je regarde la serveuse circuler entre les tables, tout affairée, la nuque en sueur. La radio passe cette chanson western qui raconte l'histoire d'un cow-boy malheureux en amour. La serveuse a une fleur rouge tatouée sur l'épaule droite. Elle se retourne et me fait un triste sourire. Je laisse le pourboire sur le journal à côté de la tasse de café froid. En allant vers la voiture, je tente d'imaginer la solitude d'un homme face à la mort dans un lit d'hôpital d'un pays étranger. La mort expire dans une blanche mare de silence, écrit le jeune poète martiniquais Aimé Césaire en 1938. Que peut-on savoir de l'exil et de la mort quand on a à peine 25 ans?
Je reprends l'autoroute 40, petit village engourdi le long d'un fleuve gelé. Où se sont-ils tous terrés, le peuple invisible? L'impression de découvrir des territoires vierges. Je prends sans raison ce chemin de campagne qui me retardera d'une heure. Vaste pays de glace, il m'est encore difficile, même après tant d'années, d'imaginer la forme que prendra l'été prochain. La glace brûle plus profondément que le feu, mais l'herbe se souvient de la caresse du soleil. Il y a sous cette glace des désirs plus brûlants et des élans plus vifs qu'en n'importe quelle autre saison. Les femmes d'ici le savent. Les hommes travaillent en sueur et le premier qui ouvre la bouche est une mauviette. Le silence est de rigueur dans la forêt si on ne veut pas être surpris par l'ours. À force de nourrir ce silence, le vide s'est emparé de lui. Et l'homme n'est plus qu'un arbre sec qui craque dans la neige. La faim qui fait sortir le loup du bois pousse le bûcheron vers la maison. Le voilà assoupi après la soupe près de la cheminée. La femme raconte ce qu'on a dit à la radio. C'est toujours à propos de la guerre ou du chômage. Ainsi passent les siècles dans ces villages du Nord. Bien au chaud, on cause aisément tout en pensant de vieilles blessures. Les blessures dont on a honte ne se guérissent pas. Je panique toujours quand je n'entends aucun bruit humain. Je suis un animal de ville, habité par le staccato des talons d'une femme qui arrive derrière moi. J'ai perdu tous mes repères. La neige a tout recouvert et la glace a brûlé les odeurs. Le règne de l'hiver. Seul l'habitant pourrait trouver ici son chemin. Un gros camion d'un jaune éclatant me frôle. Le chauffeur, tout heureux de croiser enfin quelqu'un sur son chemin, klaxonne à tue-tête. Il file vers le sud. Je continue vers ce nord lumineux qui m'aveugle et m'exalte à la fois. Je sais qu'au bout de cette route, un barbu plein de fureur et de douceur, au milieu d'une meute de chiens, tente d'écrire le grand roman américain. Terré dans ce village endormi de 3 pistoles, au bord d'un fleuve gelé, il est le seul aujourd'hui qui sache danser avec les fantômes, les fous et les morts. Cette lumière bleutée rasant le fleuve m'aspire d'un seul souffle. La voiture fait une embardée. Je reprends le contrôle juste à temps. Mourir dans la beauté des choses n'est pas donné au petit bourgeois que je suis. Je suis conscient d'être dans un monde à l'opposé du mien. Le feu du sud croisant la glace du nord fait une mer tempérée de larmes. Quand la route est droite comme ça, la glace des deux côtés et aucun nuage qui permette de se repérer dans ce ciel de midi d'un bleu si uni, je touche à l'infini. Alors ce grand barbu qui
qui danse avec les fous, qui danse avec les morts. C'est Victor Lévy-Beaulieu. C'est Victor Lévy-Beaulieu. C'est peut-être le plus grand écrivain vivant en Amérique du Nord. Et l'autre livre, je ne vous en lirai pas aucun passage cette fois-ci, mais je vais vous le montrer et je vais également vous inviter à le lire. C'est le plus beau livre, le plus subtil et le plus accessible que j'ai lu sur Michel Foucault. Et grand a été mon étonnement quand j'ai vu dans une librairie appartenant à une grande chaîne ce livre de Beaulieu consacré à Foucault. Ah, je me suis dit, le diable d'homme, il n'y a rien qui l'arrête. Il a tout lu. Il a tout lu, Beaulieu. C'est aussi, il y aurait tant à dire sur lui, mais ce soir, en fait, finalement, je vous aurais lu 3 ou 4 pages de Dany Laferrière sur cette annonce de son père et son premier réflexe. Et c'est ce qui m'a étonné à la lecture des premières pages de l'Énigme du retour. C'est ce besoin qu'il a ressenti d'aller retrouver le père du pays, au fond, le père du pays imaginaire. Il apprend cette nouvelle du décès de son père. Et moi-même, bon, vous le savez, mon père est décédé. J'ai appris que mon père était décédé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, avec quelques mois de retard. Et je me suis toujours demandé quelle serait ma réaction le jour où j'apprendrais le décès de mon père. Est-ce que j'aurais bondi dans ma voiture pour aller retrouver quelques patriarches cachés au fond des glaces ou tapis dans une cabane de bois rond figée par l'hiver? Non. Je me suis contenté 48 heures plus tard d'aller dans un bal et de danser avec mon épousée. Notre réaction, ça a été non pas de refuser la mort est notre meilleur allié, la mort est notre meilleur ami. C'est d'elle qu'il faut prendre conseil. Elle nous attend, elle nous chérit, elle nous désire, elle nous veut tout entier. Elle nous veut qu'à elle, elle est possessive, cette amoureuse-là. Et nous n'avons trouvé que la musique, que la danse, le bal viennois pour non pas vivre un deuil, car le deuil de mon père, je l'avais fait bien avant sa mort. Moi, j'ai fait le deuil de quelqu'un de vivant. Et j'ai toujours attendu qu'il se manifeste. Maintenant, sachant qu'il ne se manifestera plus jamais, j'aurais presque envie de vous dire que j'en éprouve une sorte de soulagement. Me voilà délesté soudainement de l'attente. Et il n'y a plus rien à rajouter dans le grand livre qu'a été la vie de mon père. Plus une seule virgule, plus un seul point. Alors les premières pages de ce remarquable livre de Dany Laferrière m'ont frappé. Cette traversée vers le nord, vers le grand nord, pour aller retrouver cet homme. C'est un magnifique, à mon sens, c'est un magnifique clin d'œil à l'amitié. Et Dany Laferrière a compris quelque chose sur les Québécois. Notre redoutable et infinie modestie. En ce domaine, personne ne peut nous battre, ni même s'approcher de nous. Et je pense que pour lui, c'est une source d'étonnement. Et
d'aller dans son chagrin, d'aller rejoindre d'aller trouver réconfort auprès de ce géant incompris, mal aimé, mais qui a quand même ses admirateurs, dont je fais partie depuis l'adolescence. Ça fait 45 ans que je lis Beaulieu. Et le livre dont peut-être ce soir je ne vous parlerai pas, car je n'ai pas ouvert ce livre-là. Je vous montre cette édition-là, cependant. Tenez. C'est pas dans cette édition-là que je l'ai lu, c'est dans l'édition parue en 3 tomes. Et je vous disais que c'est un livre magique. Et pourquoi c'est un livre magique? Pourquoi ce livre-là a laissé une si forte impression dans mon esprit? Il a passé 10 ans à l'écrire. Et Beaulieu, dans tous les livres qu'il a consacrés aux auteurs, que ce soit Yves Thériault, Jack Kerouac, Victor Hugo, Mark Twain, Nietzsche, James Joyce, qui sont, dans le cas de Nietzsche et de James Joyce, je vous les montrerai à l'écran, peut-être demain ou dans les prochains jours. Et si vous voyez ou si vous constatez que j'ai encore omis de vous présenter quelque chose dont je m'étais proposé de faire, eh bien, n'hésitez pas, rappelez-le moi. Vous m'aviez promis de nous montrer l'incroyable Nietzsche et l'incroyable James Joyce. Et toujours donc dans ses autobiographies, il se met lui-même en scène et il met en scène quelques-uns des personnages qui apparaissent et réapparaissent au fil de ces très volumineux livres qu'il a écrit Beaulieu. Et dans celui-ci, c'est son alter ego, Abel Beauchemin. Abel Beauchemin qui a des relations assez troubles avec son propre père. Et il a consacré 10 ans de sa vie à ce Melville. Il a tout lu sur Melville. Je me suis même demandé, est-ce que j'ai rêvé ça ou c'est une réminiscence lointaine? Avait-il eu en sa possession la première édition de Moby Dick? À moins que ce soit l'Ulysse de James Joyce. Me semble avoir lu dans Les mots des autres, peut-être, Les mots des autres, qui raconte son parcours d'éditeur parce que il a fait naître une quantité incroyable de livres Beaulieu. Il a été l'accoucheur, la maïeutique qu'il a fait naître. Il a été une sorte de Socrate littéraire, faisant naître, pas que des vocations, faisant naître des écrivains. Il aurait dit, non, à terme, c'est quoi le terme qu'il aurait utilisé Beaulieu? Accouchant dans ses grandes largeurs, ou il y a des termes comme ça qui reviennent dans ses livres. Alors c'est un livre magique parce qu'on y retrouve évidemment la fameuse quête de la bête mythique, qui est peut-être Dieu, qui est peut-être le désir de réalisation, qui est peut-être l'Atman, la réalisation du soi, l'individuation, aurait dit Jung. Et cette quête, cette traversée au milieu des mers démontées, des océans tumultueux, des 1001 périls qui guettent l'équipage, aux prises avec parfois les dissensions, la famine, les rivalités, les amours, les amours inavouables, inavoués, les amours inaboutis. Cette quête du soi qui est peut-être représentée par le fabuleux animal se conjugue aussi avec une quête d'écriture, avec une quête historique.
d'installer dans le paysage américain, dans le gigantesque paysage américain, la frêle, timide, douloureuse et fragile existence du peuple québécois, qui lui-même est embarqué dans une aventure où on le souhaiterait plus intrépide, mais l'hiver imposant sa loi, imposant ses rigueurs, imposant ses exigences, nous oblige peut-être à cette inimaginable modestie qui étonne tant d'Annie Laferrière. Livre magique aussi, parce que traversé, tissé par une poésie existentielle. On sent à la fois les embruns, on sent la route, on sent la quête, on sent le danger qui guette. Et en même temps, on sent est-ce dans ce livre-là ou encore, je l'ai imaginé, c'est les prérogatives du lecteur d'imaginer des choses qui n'existent pas dans les livres que nous lisons. C'est la double voix. C'est la voix qu'on ajoute à celle de l'auteur. C'est polyphonie de voix. Celle de celui qui l'a écrit et celle de celui qui la lit. Et cette polyphonie, c'est le miracle aussi de la lecture. Alors, ai-je rêvé que dans M. Melville, on fait pousser des citrouilles, que les citrouilles sont abondantes. La citrouille aussi, qui est une sorte de métaphore de l'Amérique. La tarte à la citrouille. La citrouille qu'on ouvre et avec un large couteau et qu'on ouvre des bouches et on ouvre des yeux et qu'on y dépose à l'intérieur une bougie célébrant la nuit des morts, l'Halloween. Cette fête à la fois terrible et joyeuse, cette fête où les morts font la sarabande et où on offre aux enfants des friandises. Est-ce que ce sont des sorciers qui offrent des friandises ou est-ce des créatures malfaisantes qui offrent d'innocentes friandises aux enfants? Ou simplement des gens de bonne volonté? Peut-être j'ai rêvé ça. C'est un livre magique et c'est là aussi où j'abonde vraiment dans le sens de Yann Hamel. C'est que c'est un livre qui donne le goût de vivre. Hein? Il y a des livres qui donnent à réfléchir, il y a des livres qui donnent à rêver, il y a des livres, en fait, il y a des livres pour tous les usages de la vie et pour tous les tempos de la vie, pour tous les rythmes de la vie. Le staccato de Laferrière. Mais il y a des livres qui agrandissent la vie. Il y a des livres qui, on les ouvre et c'est comme une grande bouffée d'air qu'on reçoit. On a envie de vivre plus largement, plus amplement, plus intensément. En sachant très bien que pour vivre plus intensément, il faut savoir être poète. Je sais pas si vous entendez les cris. Je ne vous lirai aucun passage parce que je n'ai pas rouvert ce livre depuis plus de 35 ans. Mais assurément, si on me demandait dans les livres les plus importants de la littérature québécoise, celui-ci sans doute disputerait peut-être la première place avec La détresse et l'enchantement, de Gabriel Leroy. Un des très rares livres qui m'a arraché des larmes. Il y en a quelques-uns encore, entre autres, comme cela. Si on me demandait les 10 livres écrits par des auteurs québécois les plus importants, en tout cas, ces deux-là, spontanément me viendraient à l'esprit, sans réfléchir.
Je vous remercie avec moi. Portez-vous bien. Et à demain.